Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture, La femme au collier de velours d'Alexandre Dumas. Alors Alexandre Dumas, pour la petite anecdote, a été soupçonné par plusieurs critiques de son époque d'avoir eu recours à des nègres littéraires, notamment Auguste Maquet. Toutefois, ses recherches contemporaines ont montré qu'Alexandre Dumas avait mis en place une véritable coopération avec ce Auguste Maquet. Dumas s'occupait de choisir le thème général et modifier les ébauches de Maquet pour les rendre un peu plus dynamiques. On ne peut donc lui nier la paternité de son œuvre, même s'il a été aidé. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir comme d'habitude sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou bien sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. N'hésitez pas non plus à aller voir les replays sur le site D8. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je reprends la lecture au chapitre 7. Les Prussiens n'étaient pas à ce moment de moins grands ennemis pour la France que les Philistins pour les compatriotes de Samson d'Israélites. Eh bien oui, je suis prussien, répondit Hoffmann en changeant les 5 S du sectionnaire en un Z. Et après? Alors si tu es prussien, tu es bien en même temps un petit espion de Pitt et Cobourg, hein? Lisez mes passeports, répondit Hoffmann en exhibant son volume à l'un des lettrés de la barrière. Viens, répliqua celui-ci, en tournant les talons pour emmener l'étranger au corps de garde. Hoffmann suivit ce guide avec une tranquillité parfaite. Quant à la lueur des chandelles, fumeuse, les patriotes virent ce jeune homme nerveux, l'œil ferme, les cheveux mal ordonnés, hachant son français avec le plus de conscience possible. L'un d'eux s'écria « Il ne se niera pas aristocrate, celui-là. A-t-il des mains et des pieds ?»« Vous êtes un bête, citoyen, » répondit Hoffmann. « Je suis patriote autant que vous. Et de plus, je suis une artiste. » En disant ces mots, il tira de sa poche une de ces pipes effrayantes dont un plongeur de l'Allemagne peut seul trouver le fond. Cette pipe fit un effet prodigieux sur les sanctionnaires qui savouraient leur tabac dans leur petit réceptacle. Tous se mirent à contempler le petit jeune homme qui entassait dans cette pipe, avec une habileté, fruit d'un grand usage, la provision de tabac d'une semaine. Il s'assit ensuite, alluma le tabac méthodiquement, jusqu'à ce que le fourneau présentât une large croûte du feu à surface. Puis il aspira à temps égaux des nuages de fumée qui sortirent gracieusement en colonnes bleuâtres de son nez et de ses lèvres. « Il fume bien, » dit un des sanctionnaires. « Et il paraît que c'est infameux, » dit un autre. « Vois donc ces certificats. »« Qu'es-tu venu faire à Paris ?» demanda un troisième. « Étudier la science de la liberté, » répliqua Hoffmann. « Et quoi encore ?» ajouta le Français, peu ému de l'héroïsme d'une telle phrase, probablement à cause de sa grande habitude. « Et la peinture ?» ajouta Hoffmann. « Ah, tu es peintre, comme le citoyen David ?»« Absolument. »« Tu sais faire les patriotes romains tout nus comme lui ?»« Je les fais tout habillés, » dit Hoffmann. « C'est moins beau. »« C'est selon, » répliqua Hoffmann, avec un imperturbable sang-froid. « Fais-moi donc mon portrait, » dit le sectionnaire avec admiration. « Volontiers. » Hoffmann prit un tison au poêle, en atteignit à peine l'extrémité rutilante et sur le mur blanchi à la chaux, il dessina un des plus laids visages qui eussent jamais déshonoré la capitale du monde civilisé. Le bonnet à poil et à la queue de renard, la bouche baveuse, les favoris épais et la courte pipe, le menton fuyant, furent imités avec un si rare bonheur de vérité dans sa charge, avec tout le corps de garde, demanda au jeune homme la faveur d'être portraituré par lui.
Hoffmann s'exécuta de bonne grâce et croqua sur le mur une série de patriotes aussi bien réussis, mais moins nobles assurément que les bourgeois de la ronde nocturne de Rembrandt. Les patriotes, une fois en belle humeur, il ne fut plus question de soupçons. L'Allemand fut naturalisé parisien. On lui offrit la bière d'honneur, et lui, en garçon bien pensant, il offrit à ses hôtes du vin de Bourgogne, que ces messieurs acceptèrent de grand cœur. Ce fut alors que l'un d'eux, plus rusé que les autres, prit son nez épais dans le crochet de son index et dit à Hoffmann, en clignant l'œil gauche, « Avoue-nous une chose, citoyen allemand. » Laquelle, notre ami? Avoue-nous le but de ta mission. Je te l'ai dit, la politique et la peinture. Non, autre chose. Je t'assure, citoyen, je comprends bien que nous ne t'accusons pas. Tu nous plais et nous te protégeons, mais voici 2 délégués du club des Cordeliers. 2 des Jacobins. Moi, je suis des frères et amis. Choisis parmi nous celui de mes clubs auquel tu feras ton hommage. Quel hommage, dit Hoffmann, surpris. Oh, ne t'en cache pas, c'est si beau que tu devrais t'en pavaner partout. Vrai, citoyen, tu me fais rougir. Explique-toi, regarde et juge si je vais deviner, dit le patriote. Et ouvrant le livre des passeports, il montra de son doigt gras sur une page sous la rubrique Strasbourg les lignes suivantes. Hoffmann, voyageur venant de Mannheim, a pris de Strasbourg une caisse étiquetée ainsi qu'il suit. O.B. C'est vrai, dit Hoffmann. Eh bien, que contient cette caisse? J'ai fait ma déclaration à l'octroi de Strasbourg. Regardez, citoyens, ce que ce petit sournois apporte ici. Vous souvenez-vous de l'envoi de nos patriotes d'Auxerre? Oui, dit l'un d'eux. Une caisse de lard. Pourquoi faire? Pour graisser la guillotine, s'écria un chœur de voix satisfaite. Eh bien, dit Hoffmann, un peu pâle, quel rapport cette caisse que j'apporte peut-elle avoir avec l'envoi des patriotes d'Auxerre? Lis, dit le Parisien en lui montrant son passeport. Lis, jeune homme. Voyageant pour la politique et pour l'art, c'est écrit. Ô République, murmura Hoffmann. À vous donc, jeune ami de la liberté, lui dit son protecteur. Ce serait me vanter d'une idée que je n'ai pas eue, répliqua Hoffmann. Je n'aime pas la fausse gloire. Non, la caisse que j'ai prise à Strasbourg et qui m'arrivera par le roulage ne contient qu'un violon, une boîte à couleurs et quelques toiles roulées. Ces mots diminuèrent beaucoup l'estime que certains avaient presque conçue d'Hoffmann. On lui rendit ses papiers, on fit raison à ses rasades, mais on cessa de le regarder comme un sauveur des peuples esclaves. L'un des patriotes ajouta même « Il ressemble à Saint-Just, mais j'aime mieux Saint-Just. » Hoffmann, replongé dans sa rêverie qu'échauffaient le poêle, le tabac et le vin de Bourgogne, demeura quelque temps délicieux, silencieux. Mais soudain, relevant la tête, « On guillotine donc beaucoup ici ?» dit-il. « Pas mal, pas mal. Cela a baissé un peu depuis les Brissotins, mais c'est encore satisfaisant. Savez-vous où je trouverai un bon gîte, mes amis? Partout. Mais pour tout voir. Ou alors loge-toi du côté du quai aux Fleurs? Bien. Sais-tu où cela se trouve? Le quai aux Fleurs? Non. Mais ce mot de fleurs me plaît. Je m'y crois déjà installé. Par où y va-t-on? Tu vas descendre tout droit la rue d'Enfer et tu arriveras au quai. Quai, c'est-à-dire que l'on touche à l'eau, dit Hoffmann. Tout juste. Et l'eau, c'est la Seine? C'est la Seine. Le quai aux Fleurs borde la Seine, alors. Tu connais mieux Paris que moi, citoyen allemand. Merci. Adieu. Puis-je passer? Tu n'as plus qu'une petite formalité à accomplir. Dis, tu passeras chez le commissaire de police et tu te feras délivrer un permis de séjour. Très bien. Adieu. Attends encore. Avec ce permis du commissaire, tu iras à la police. Ah. Et tu donneras l'adresse de ton logement.
Soit, c'est fini? Non, tu te présenteras à la section. Mais pourquoi faire? Pour justifier tes moyens d'existence. Je ferai tout cela et ce sera tout. Pas encore, il faudra faire des dons patriotiques. Volontiers. Et ton serment de haine aux tyrans français et étrangers. De tout mon cœur. Merci de ces précieux renseignements. Et puis, tu n'oublieras pas d'écrire lisiblement tes noms et prénoms sur une pancarte à ta porte. Cela serait fait. Va-t'en, citoyen, tu nous gênes. Les bouteilles étaient vides. Adieu, citoyen. Grand merci de votre politesse. Et Hoffmann partit toujours en société de sa pipe plus allumée que jamais. Voici comment il fit son entrée dans la capitale de la France républicaine. Ce mot charmant, quai aux fleurs, l'avait affriandé. Hoffmann se figurait déjà une petite chambre dont le balcon donnait sur ce merveilleux casier aux fleurs. Il oubliait décembre et les vents de bise. Il oubliait la neige et cette mort passagère de toute la nature. Les fleurs venaient éclore dans son imagination sous la fumée de ses lèvres. Il ne voyait plus que les jasmins et la rose malgré les cloques du faubourg. Il arriva, 9 heures sonnant, au quai aux fleurs, lequel était parfaitement sombre et désert, ainsi que le sont les quais du Nord en hiver. Toutefois, cette solitude était ce soir plus noire et plus sensible qu'autre part. Hoffmann avait trop faim. Il avait trop froid pour philosopher en chemin, mais pas d'hôtellerie sur ce quai. Levant les yeux, il aperçut enfin au coin du quai de la rue de la Baillerie, sur le rue de la Barillerie, une grosse lanterne rouge dans les vitres de laquelle tremblait un lumignon crasseux. Ce fanal pendait et se balançait au bout d'une potence de fer, fort propre, en ces temps d'émeute, à suspendre un ennemi politique. Hoffmann ne vit que ces mots écrits en lettres vertes sur le verre rouge. Logis à pied, chambre et cabinet meublés. Il heurta vivement à la porte d'une allée. La porte s'ouvrit, le voyageur entra en tâtonnant. Une voix rude lui cria « Fermez votre porte !» Et un gros chien aboyant sembla lui dire « Gare à vos jambes !» Pris fait avec une hôtesse assez avenante, chambre choisie, Hoffmann se trouva possesseur de 15 pieds de long sur 8 de large, formant ensemble une chambre à coucher et un cabinet moyennant 30 sols par jour, payable chaque matin. Hoffmann était si joyeux qu'il paya 15 jours d'avance de peur qu'on ne vînt lui constater la possession de ce logement précieux. Cela fait, il se coucha dans un lit assez humide, mais tout lit est lit pour un voyageur de 18 ans. Et puis comment se montrer difficile quand on a le bonheur de loger quai aux fleurs? Hoffmann invoqua d'ailleurs le souvenir d'Antonia. Et le paradis n'est-il pas toujours là où on invoque les anges? Chapitre 8. Comment les musées et les bibliothèques étaient fermés, mais comment la place de la Révolution était ouverte. La chambre, qui pendant 15 jours devait servir de paradis terrestre à Hoffmann, renfermait un lit. Nous le connaissons, une table et 2 chaises. Elle avait une cheminée ornée de 2 vases de verre bleu, meublés de fleurs artificielles. Un génie de la liberté en sucre s'épanouissait sous une cloche de cristal dans laquelle se reflétaient son drapeau tricolore et son bonnet rouge. Un chandelier en cuivre, une encoignure en vieux bois de rose, une tapisserie du XIIe siècle pour rideaux. Voilà tout pour l'ameublement tel qu'il apparut au premier rayon du jour. Cette tapisserie représentait Orpheus, jouant du violon pour reconquérir Eurydice. Et le violon rappela tout naturellement Zacharias Werner, à la mémoire d'Hoffmann. Cher ami, pensa notre voyageur, il est à Paris, moi aussi. Nous sommes ensemble, et je le verrai aujourd'hui ou demain, au plus tard. Par où vais-je commencer? Comment vais-je m'y prendre pour ne pas perdre le temps du bon Dieu et pour tout voir en France?
Depuis plusieurs jours, je ne vois que des tableaux vivants trêlés. Allons au salon du Louvre, de l'ex-tyran, je verrai tous les beaux tableaux qu'il avait, les Rubens, les Poussins. Allons vite. Il se leva pour examiner en attendant le tableau panoramique de son quartier. Un ciel gris terne, de la boue noire sous des arbres blancs, une population affairée, avide de courir et un certain bruit, pareil au murmure de l'eau qui coule. Voilà tout ce qu'il découvrit. C'était peu fleuri. Hoffmann ferma sa fenêtre, déjeuna et sortit pour voir d'abord l'ami Zacharias Werner. Mais sur le point de prendre une direction, il se rappela que Werner n'avait jamais donné son adresse, sans laquelle il était difficile de le rencontrer. Ce ne fut pas un mince désappointement pour Hoffmann. Mais bientôt, fou que je suis, pensa-t-il, ce que j'aime, Zacharias l'aime aussi. J'ai envie de voir la poitrine, de voir de la peinture. Il aura eu envie de voir de la peinture. Je trouverai lui ou sa trace dans le Louvre. Allons au Louvre. Le Louvre, on le voyait du parapet. Hoffmann se dirigea droit vers le monument. Mais il eut la douleur d'apprendre qu'à la porte, que les Français, depuis qu'ils étaient libres, ne s'amollissaient pas à voir de la peinture d'esclaves. Et qu'en admettant, ce qui n'est pas probable, que la Commune de Paris n'eût pas été déjà rôti toutes les croûtes pour allumer les fonderies d'armes de guerre, on se garderait bien de ne pas nourrir de toute cette huile. Hoffmann sentit que la sueur lui montait au front. L'homme qui lui parlait ainsi avait une certaine façon de parler qui sentait son importance. On saluait fort ce beau diseur. Hoffmann apprit d'un des citoyens qu'il avait eu l'honneur de parler au citoyen Simon, gouverneur des enfants de France et conservateur des musées royaux. « Je ne verrai point de tableau, dit-il en soupirant. Ah, c'est dommage, mais je m'en irai à la bibliothèque du feu roi. Et à défaut de peinture, j'y verrai des estampes, des médailles, des manuscrits. J'y verrai le tombeau de Childéric, père de Clovis, et les globes célestes et terrestres du père Coronelli. » Hoffmann eut la douleur en arrivant d'apprendre que la nation française, regardant comme une source de corruption et d'incivisme la science de la littérature, avait fermé toutes les officines où conspiraient de prétendus savants et de prétendus littérateurs. Le tout par mesure d'humanité. Pour tous épargner la peine de guillotiner ces pauvres diables. D'ailleurs, même sous le tyran, la bibliothèque n'était ouverte que 2 fois par semaine. Hoffmann dut se retirer sans avoir rien vu. Il dut même oublier de demander ses nouvelles de son ami Zacharias. Mais comme il était persévérant, il s'obstina et voulut voir le musée Sainte-Avoye. On lui apprit alors que le propriétaire avait été guillotiné la ventelle. Ridelle de la voiture. Il s'en alla jusqu'au Luxembourg, mais ce palais était devenu prison. À bout de force et de courage, il reprit le chemin de son hôtel pour reposer un peu ses jambes. Rêver d'Antonia, à Zacharias et fermer dans la solitude une bonne pipe de 2 heures. Mais ô prodige, ce quai aux fleurs, c'est si calme, si désert, était noir d'une multitude de gens rassemblés qui se démenaient et vociféraient d'une façon inharmonieuse. Hoffmann, qui n'était pas grand, ne voyait rien par-dessus les épaules de tous ces gens-là. Il se hâta de percer la foule avec ses coudes pointus et d'y rentrer dans sa chambre. Tous les regards se tournèrent aussitôt vers lui, et il en fut embarrassé au moment car il remarqua combien peu de fenêtres étaient ouvertes
Il se mit à la fenêtre. Cependant, à un autre point que la fenêtre d'Hoffmann, et le jeune homme fit comme les sérieux, il regarda le porche d'un grand bâtiment noir à toit aigu, dont le clocheton surmontait une grosse tour carrée. Hoffmann appela l'hôtesse. « Citoyenne, dit-il, qu'est-ce que cet édifice, je vous prie ?»« Le palais, citoyen. »« Au palais de justice, citoyen, on y juge. Je croyais qu'il n'y avait plus de tribunaux. »« Si fait, il y a le tribunal révolutionnaire. »« Ah, c'est vrai. » Et tous ces braves gens attendent l'arrivée des charrettes. « Comment des charrettes? Je ne comprends pas bien, excusez-moi, je suis étranger. »« Citoyen, les citernes, c'est comme qui dirait des corbillards pour les gens qui vont mourir. »« Oh mon Dieu ! Oui, le matin arrivent les prisonniers qui viennent se faire juger au tribunal révolutionnaire. » Bien. À 4 heures, tous les prisonniers sont jugés. On les emballe dans les charrettes que le citoyen Fouquier a requises à cet effet. Qu'est-ce que cela, le citoyen Fouquier? L'accusateur public. Fort bien, et alors? Et alors, les charrettes s'en vont au petit trot à la place de la Révolution, où la guillotine est en permanence. En vérité? Quoi? Vous êtes sortis, vous n'êtes pas allés voir la guillotine? C'est la première chose que les étrangers visitent en arrivant. Il paraît que nous autres Français, nous avons seuls des guillotines. Je vous en fais mon compliment, madame. Dites, citoyenne, pardon. Tenez, voici les charrettes qui arrivent. Vous vous retirez, citoyenne? Oui, je n'aime plus voir cela. Et l'hôtesse se retira. Hoffmann l'a pris doucement par le bras. « Excusez-moi si je vous ai fait une question, dit-il faite. Pourquoi dites-vous que vous ne m'aimez plus ? Voici l'heure, citoyen. Dans le commencement, on guillotinait des aristocrates très méchants, à ce qu'il paraît. Ces gens-là portaient la tête si droite, ils avaient tous l'air si insolents, si provocateurs, que la pitié ne venait pas facilement mouiller nos yeux. On regardait donc volontiers. C'était un beau spectacle que cette lutte des courageux ennemis de la nation contre la mort. Mais voilà qu'un jour, j'ai vu monter sur la charrette un vieillard dont la tête battait les ridelles de la voiture. C'était douloureux. Le lendemain, je vis des religieuses. Un autre jour, je vis un enfant de 14 ans et enfin je vis une jeune fille dans une charrette. Sa mère était dans l'autre et ces deux pauvres femmes s'envoyaient des baisers sans se dire une parole. Elles étaient si pâles, elles avaient le regard si sombre, un si fatal sourire aux lèvres. Ses doigts qui remuaient seuls pour pétrir le baiser sur leur bouche étaient si tremblants et si nacrés que jamais je n'oublierai cet horrible spectacle et que j'ai juré de ne plus m'exposer à le voir jamais. « Ah, dit Hoffmann en s'éloignant de la fenêtre, c'est comme cela ? Oui, citoyen. Eh bien, que faites-vous ? Je ferme la fenêtre, citoyenne. Pourquoi faire ? Pour ne pas voir. Vous, un homme ? Voyez-vous, citoyenne, que je suis venue à Paris pour étudier les arts et respirer un air libre. Eh bien, si par malheur je voyais un de ces spectacles dont vous venez de me parler, si je voyais une jeune fille ou une femme traînée à la mort en regrettant la vie citoyenne, je penserais à ma fiancée que j'aime, et qui peut-être, non citoyenne, je ne resterai pas plus longtemps dans cette chambre. En avez-vous une sur les dernières de la maison ? Chut ! Malheureusement, vous parlez trop haut. Si mes officieux vous entendent, vos officieux, qu'est-ce que cela, officieux ? C'est un synonyme républicain de valet. Eh bien, si vos valets m'entendent, qu'arrivera-t-il ? Il arrivera que dans 3 ou 4 jours, je pourrai vous voir de cette fenêtre sur une des charrettes à 4 heures de l'après-midi. Cela dit, avec mystère, la bonne dame descendit précipitamment et Hoffmann l'imita. C'est ainsi que se termine ma lecture de ce soir, La femme au collier de velours. Je vous retrouve très vite pour la suite du roman. À bientôt sur D8.